Bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver ce soir pour notre dernière session sur cette formation nutrition et gestion du stress. Et on va clôturer tranquillement. On espère que l'année commence bien pour vous. Oui, effectivement. Alors, on va vous demander si vous voulez bien de conserver les micros fermés pour qu'on ait une bonne écoute, parce que sinon ça va créer des interférences. Alors, comme disait Rachel, on va terminer sur la troisième session de notre cycle de formation nutrition et gestion du stress. Et ce soir, on va parler de 5 pièges alimentaires à éviter pour préserver une bonne santé mentale. Et avant de passer à la conférence, on vous propose un bref aperçu des activités en cours et à venir de Sattva Ayurveda. Donc, tout d'abord, un petit rappel concernant la formation Ayurveda pour tous. Vous avez vu, on vous a passé le petit clip de présentation pendant l'attente. Elle est toujours disponible au tarif de 160 € au lieu de 250 € et ce jusqu'au 31 janvier. Donc voilà, c'est une belle opportunité d'aller à la rencontre de l'Ayurveda dans sa dimension la plus pure, et qui est présentée de la manière la plus précise et claire. Alors, dans cette formation, vous aborderez la compréhension des 3 bioénergies, Vata, Pitta et Kapha. Vous aborderez les énergies du mental, Sattva, Rajas et Tamas. On ferait le lien entre yoga et Ayurveda et l'application du yoga dans la gestion du stress, notamment. Et puis, il y a toute une partie aussi sur la philosophie et la spiritualité dans l'Ayurveda. Ce sont tous des thèmes qui sont abordés dans ce programme en 12 sessions et qui peut s'effectuer sur une durée de 3 mois. Au cours de cette formation, on vous accompagne en permanence avec Rachel. On vous propose des entretiens personnalisés, réguliers avec vous. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant. Vous n'êtes pas tout seul pendant le parcours pédagogique. Et vous avez maintenant la possibilité de procéder à un règlement en 4 fois de cette formation via un compte PayPal. Donc, ça revient à une quarantaine d'euros par mois. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ça, c'est pour la formation. Prochain événement à venir aussi, c'est notre prochain stage Ayurveda en ligne qui aura lieu le dimanche 7 février. Et donc, au cours de ce stage, on aura la possibilité d'approfondir sur le sujet de l'alimentation et santé mentale en Ayurveda. Ce sera la continuité de la conférence de ce soir. Et on verra à cette occasion comment on peut donc augmenter, développer Sattva en choisissant une alimentation appropriée, c'est-à-dire une alimentation qu'on va qualifier de sattvique. Ensuite, comme d'habitude, pendant ces journées de stage, on commence avec une séance de yoga, de méditation, de pratique de mantra le matin. Et puis l'après-midi, la conférence qui est suivie d'un atelier cuisine ayurvédique en direct où on vous présentera 3 recettes ayurvédiques. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire directement via notre site internet sattva-ayurveda.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver lors des accompagnements individuels pour aller plus loin à titre individuel lors des consultations en ligne pour avoir un diagnostic de votre profil ayurvédique, éventuellement déterminer quels sont les déséquilibres présents, mettre en place un programme de rééquilibrage personnalisé. Et puis, vous avez également la séance de yoga de 30 minutes, la séance de yoga guidée, qui vous accompagne aussi dans votre pratique quotidienne. Toutes les informations sur les consultations et sur la séance de yoga guidée, vous les retrouvez sur le site internet sattva-ayurveda.fr, je répète. Et puis, pour terminer sur cette sur les événements à venir, les prochaines séances de l'espace Sattva Méditation, donc ces rencontres de pratique de méditation en ligne, auront lieu donc pour la première le mardi 2 février. Ensuite, nous en aurons une autre le mardi 2 mars et une autre encore le mardi 6 avril. Donc, ça en fait une par mois, les 3 mois à venir. Voilà, vous savez tout. On va pouvoir passer à la conférence et je vais laisser la parole à Rachel qui va, comme d'habitude, introduire la session avec la prière universelle, le mantra Sarve Bhavantu Sukhina, et on en a bien besoin dans ces temps un petit peu troublés. Voilà, à toi la parole, Rachel.
Merci Kevin. Et voilà, je partage l'écran avec notre mantra Om Sarve Bhavantu. Donc c'est un mantra en sanskrit. La plupart d'entre vous le connaissez déjà. Il souhaite la bonne santé à tout le monde, un esprit positif, voir les choses du bon côté et l'absence de souffrance. Et Om Shanti Shanti Shanti, paix, paix, paix. Alors voilà, on va le chanter une fois ensemble. Sarve bhavantu sukhina sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukkha bhang bhave. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci Rachel. Merci. Voilà, nous voilà donc pour cette troisième et dernière session sur cette formation nutrition et gestion du stress. Ça peut paraître un peu étrange peut-être de se dire que l'alimentation a un impact sur la santé mentale. Et pourtant, en Ayurveda, c'est vraiment un concept très important. C'est très important parce que nous sommes constitués de 5 éléments, vous le savez. Et quand je dis que nous sommes constitués des 5 éléments, ça veut dire le corps et le mental. Donc ces 5 éléments, on les connaît, du plus subtil au plus grossier, il y a l'espace qui permet la contenance des autres éléments. Dans le corps, on peut le visualiser. On a de l'espace dans la bouche, on a de l'espace dans les vaisseaux qui permet que le sang circule dedans. On a de l'espace dans le tube digestif qu'on a étudié ensemble, qui permet la contenance des aliments et du bol alimentaire. Donc l'espace est très important. Il est partout autour de nous, en nous, etc. Puis on a l'élément un peu moins subtil qui est l'air, qui permet le mouvement. L'air, on en a aussi dans le corps. Il y a les échanges gazeux, il y a la respiration, l'inspire, l'expire. Ensuite, on a l'élément feu qui est aussi très présent puisqu'on arrive à maintenir une température constante. Le feu digestif, toute la chaleur, c'est lié à l'élément feu dans le corps. Puis l'élément eau, on sait que notre corps est composé d'une grande partie d'eau, 81% à peu près. Donc l'élément eau est très important aussi. Puis l'élément terre, qui est l'élément le plus grossier, le plus dense, qui constitue toute la matière, les os, les muscles, la paroi des cellules, voilà, toute cette matière assez dense. Donc les 5 éléments, ils sont partout en nous et autour de nous. Et alors, on arrive à le voir plus facilement au niveau du corps. Au niveau du mental, c'est un petit peu plus subtil. Si je vous demande est-ce que vous pouvez observer le mental, c'est beaucoup moins facile que d'observer le corps. Et pourtant, le mental, il est aussi fait des 5 éléments. En fait, la pensée, le mental, c'est une activité neuronale, voilà, des connexions nerveuses, le système avec le cerveau qui permet la commande de différentes fonctions dans l'organisme. Donc c'est plus subtil, mais c'est aussi fait de matière. Donc le corps est fait de matière, le mental est fait de matière, et puis nous sommes faits d'un 6e élément qui ne fait pas partie de la matière, c'est le soi. Et le soi, il est immuable, il est omniprésent, il n'a aucune qualité. C'est ce qui permet que la vie prend place. Et la matière, quant à elle, elle est impermanente. Elle est
pardon, elle change tout le temps. Elle change tout le temps, c'est jamais la même. Donc, on est tout le temps, le corps et le mental est constamment en mouvement. Donc, on ne peut pas s'identifier à ce corps et à ce mental qui est constamment en mouvement. Quand on comprend ça, et on comprend l'importance de bien choisir son alimentation, parce que c'est comme quand vous mettez du carburant dans une voiture, si vous voulez que la voiture aille loin et qu'elle fonctionne bien, il faut mettre du carburant de bonne qualité. Ben, c'est la même chose avec l'alimentation. Ce que vous allez manger va impacter votre santé physique et aussi votre santé mentale. Alors la santé physique en Ayurveda, elle est décrite par les 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. Donc ces 5 éléments, ils sont réunis par paire pour former ces 3 doshas, ces 3 bioénergies. Le dosha Vata, c'est la réunion de l'élément espace et air, donc c'est un dosha très, très subtil, léger, qui change très vite, comme le vent, qui est assez irrégulier. Et puis ensuite, on a le dosha Pitta, qui est la réunion de l'élément feu et eau, avec une prédominance de l'élément feu, qui permet la transformation des choses. Et puis le dosha Kapha, qui est la réunion de l'élément eau et terre. Donc c'est un dosha plus dense, mais qui est très important puisqu'il permet l'équilibre, la stabilité, que les choses aillent de manière douce et régulière. Donc ça, c'est le dosha Kapha aussi. Donc vous voyez, ces 3 doshas, ils sont présents en nous à différentes proportions. Il y a des personnes qui auront une prédominance du dosha Vata, ou Pitta, ou Kapha, ou peut-être 2 doshas prédominants, ou plus rarement 3, mais en tout cas, on en a au moins 1 ou 2 prédominants. Au niveau du mental, on parle d'énergie plus subtile. On parle des gunas, sattva, rajas et tamas. Quand on est en sattva, c'est quand le mental est calme, il est clair. On arrive à voir les choses telles qu'elles sont, à reconnaître ce qui est juste. On arrive à prendre des décisions de manière facile, éclairée, et on n'est pas soumis à nos préjugés, à nos filtres qui émanent des expériences passées ou de nos conditionnements. Quand on est en sattva, évidemment, c'est l'idéal. En vérité, c'est notre état naturel. C'est parce qu'on a été conditionné, éduqué d'une certaine manière et qu'on s'est identifié à notre corps, qu'on a développé les 2 autres gunas, rajas et tamas, qui sont en fait 2 formes de l'ego. Donc, rajas, rajas, c'est plutôt le guna mental qui va être dans le contrôle des choses, ou dans la peur c'est finalement la même chose, c'est la peur que les choses nous échappent. Donc ça, c'est quand on est en Rajas, et il y a beaucoup d'éléments air et feu dans Rajas. Et puis quand on est dans un état mental avec le guna Tamas, alors là il y a plus de terre, et Tamas c'est l'inertie, c'est l'ignorance, la non-considération de l'environnement. Voilà, donc ça c'est plutôt la version lourde de l'ego. Eh bien, si vous prenez soin de vos doshas, c'est-à-dire que vous avez conscience de votre constitution de base, qu'on appelle votre prakruti, mais aussi de vos déséquilibres éventuels, votre vikruti, ça va vous permettre d'adapter votre alimentation pour être en bonne santé physique. Et cette bonne santé physique, elle va vous aider à être en sattva. Si on est malade ou si on souffre, c'est plus difficile d'être heureux et épanoui, évidemment. Donc on voit à quel point le mental et le corps sont constamment combinés ensemble. Alors, c'est bien de comprendre sa constitution, mais c'est vraiment plus important de pouvoir observer ses déséquilibres, pouvoir observer sa vikruti. Parce que c'est ce qui va vous permettre de réadapter, d'adapter votre alimentation, de réadapter vos gestes quotidiens pour revenir à votre prakruti. Donc la vikruti, elle est très très importante à identifier, et bien souvent il y a une confusion entre les deux, entre la prakruti et la vikruti. Parce que ce qu'on voit en premier, c'est notre déséquilibre, et on se dit je suis comme ça. En fait non, c'est parce que vous avez peut-être pas mis ce qu'il fallait en place, trop travaillé, que des angoisses sont arrivées, ou que vous avez du coup un excès de vata, ou que vous avez trop poussé, que votre feu est fatigué, vous avez une insuffisance pitta. Donc voilà, c'est toujours très important d'identifier sa vikruti.
Parce que ça ne suffit pas de dire j'ai mon dosha Pitta qui est déséquilibré. Il faut savoir s'il est en excès ou en insuffisance. La vikruti, le déséquilibre, il est toujours en fonction d'un excès ou d'une insuffisance. Et ce n'est pas pareil, parce que si j'ai une constitution Pitta, c'est ma prakruti, mais ma vikruti, c'est que mon feu, il est insuffisant, et ben je ne vais pas mettre les mêmes choses en place que si mon feu, il est en excès. Vous voyez? Si ma prakruti, c'est Pitta, mais ma vikruti, c'est que mon Pitta est en excès, peut-être que je vais souffrir d'inflammation, de fièvre, ou au niveau mental, je vais être beaucoup dans Rajas, donc beaucoup de colère, de jalousie, voilà, des émotions comme ça un peu chaudes. Donc, je vais essayer de calmer ce feu. Donc, je vais aller à l'inverse des qualités du dosha Pitta. Je vais essayer de rafraîchir l'organisme, de le relaxer. Par contre, si ma constitution c'est Pitta, Prakruti, mais que ma Vikruti c'est que mon feu il est en insuffisance, eh bien, je vais faire l'inverse. Je vais essayer de rehausser ce feu. Donc, je vais manger un petit peu plus d'épices, je vais chauffer un peu plus l'organisme en faisant plus d'exercices, je vais augmenter les activités qui me permettent de me concentrer, pour augmenter le feu aussi au niveau Sadaka Pitta, au niveau cérébral. Donc, vous voyez à quel point c'est très important de se focaliser plutôt sur la vikruti que sur votre prakruti, en fait. Parce que ça va être très différent de ce que vous allez mettre en place en fonction de l'excès ou de l'insuffisance. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, donc ça, c'est pour la constitution, c'est important de la connaître, mais vous voyez, en fait, Vata, Pitta, Kapha, ce n'est pas juste des profils ayurvédiques. Ces trois doshas, et on l'a vu quand on vient de les décrire, là, ils ont des fonctions très particulières dans l'organisme. Et c'était l'objet de notre première session de formation sur cette formation alimentation et gestion du stress, de comprendre le système digestif. On a compris que l'alimentation était importante et donc pour ça, c'est bien de savoir comment fonctionne notre système digestif. Et chacun des doshas, Vata, Pitta, Kapha, ont un rôle à jouer dans cette digestion. Le dosha Vata, qui est la réunion donc, de l'élément air et éther, il est responsable du mouvement. Et bien, c'est grâce au dosha Vata que les aliments vont pouvoir se déplacer dans l'œsophage, puis ensuite tomber dans l'estomac et par les mouvements péristaltiques de l'intestin, constamment évoluer comme ça jusqu'à leur élimination par l'anus. Donc vous voyez, le dosha Vata est très important. Et on voit bien finalement que quand on a un déséquilibre Vata, eh bien ce mouvement il est perturbé. Donc soit on peut souffrir de constipation puisque le mouvement est trop lent, ou soit de diarrhée parce que les mouvements sont trop en excès. Cette irrégularité très typique de Vata. Le dosha Pitta, on a vu que dans la digestion, il est responsable de la transformation. Et c'est très important dans la digestion, puisque la digestion, c'est de transformer les aliments en nutriments, en énergie assimilable par les cellules de notre organisme. Qu'est-ce qui provoque la transformation? Eh bien, ce sont les enzymes. Donc, le dosha Pitta, il est absolument responsable de la transformation des aliments, donc de toute l'activité enzymatique tout au long des étapes de la digestion. Et le dosha Kapha, donc la réunion de l'élément eau et terre, qui permet la stabilité, qui permet la régularité, le retour à l'équilibre, eh bien, c'est aussi, de par sa constitution de l'élément eau, c'est ce qui permet de liquéfier le bol alimentaire pour faciliter la dégradation des aliments qui vont devenir ensuite des nutriments. Donc, vous voyez à quel point ces trois doshas fonctionnent constamment, 24 heures sur 24 pour nous, et ce, quelle que soit notre constitution. Une deuxième chose importante à retenir sur cette formation, et on l'avait vu lors de cette première session, c'est que l'alimentation donc a un lien avec la santé mentale, et on avait notamment parlé du microbiote. Et on se rappelle, ça avait même étonné certaines personnes d'entre vous. En fait, c'est tellement des éléments de la médecine moderne, pourquoi est-ce qu'on en parle en Ayurveda? C'est vrai, c'est très moderne. En fait, le microbiote, pour les personnes qui nous rejoignent ce soir seulement, le microbiote, c'est un organe à part entière. Avant, on l'appelait la flore intestinale, mais depuis 25 ans maintenant qu'on en parle dans la médecine moderne, eh bien, on voit bien que ce n'est pas juste une flore, c'est vraiment un organe à part entière qui est constitué d'un
très grand nombre de bactéries, plus importantes que le nombre de cellules humaines, pour vous dire. Ces bactéries sont situées dans les intestins et le microbiote, il est responsable de la bonne santé physique mais aussi mentale. Et ça, on commence à s'en rendre compte puisqu'on a fait des recherches sur des sujets qui sont malades de la dépression, maladie Parkinson, diabète, autisme aussi. On s'est rendu compte que ces personnes-là, dans ces pathologies-là, avaient ce qu'on appelle la dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau du microbiote. Donc, intestin, cerveau, c'est relié. Oui, en fait, ce n'est pas du tout nouveau parce que dans l'Ayurveda, on sait que le système nerveux, il est dépendant du dosha Vata. Dosha Vata qui permet le mouvement, donc la circulation des informations. Et d'ailleurs, on a un des très importants des sous-doshas de Vata qui s'appelle Pranavayu et qui dit justement ceci, que les facultés intellectuelles sont gérées par ce prana. Donc, pranavayu, en sanskrit, ça se dit comme ceci. Vayu pranotra mortaga vura kantatsaro buddhi rida indriya chitta drukya shtiva nakshavatu udgara nishvasa anna praveshakrut. Et il dit exactement que toute l'activité cérébrale, les organes des sens, tout ça sont gérés par Pranavayu, qui est la première sous-division du dosha Vata. Donc oui, le dosha Vata est responsable du système nerveux, du bon fonctionnement du système nerveux. Et qu'est-ce qu'on sait en Ayurveda? C'est une des bases qu'on apprend dès le début et qui est fondamentale. Où est-ce que siège ce dosha Vata? Il siège dans ce qu'on appelle Pakvashaya. Et Pakvashaya, qu'est-ce que c'est? Ce sont les intestins. Donc, vous voyez à quel point, depuis plusieurs milliers d'années, on sait très bien que les intestins et le cerveau sont complètement reliés. Donc, vous voyez à quel point la science moderne n'est pas du tout à l'encontre de l'Ayurveda. Bien au contraire, grâce aux outils qu'on a aujourd'hui, on peut éclairer cette connaissance qui nous vient des rishis il y a plus de 5000 ans. Voyez. Donc voilà, c'était ces éléments-là qu'on souhaitait revoir ensemble et que pour les personnes qui n'ont pas suivi les 2 dernières sessions, je vous invite vraiment à les regarder, elles sont sur YouTube disponibles. Et la dernière fois, on avait parlé aussi des aliments en hiver et donc comment justement réadapter, rééquilibrer son organisme avec des aliments qui vont permettre de maintenir un bon fonctionnement du feu digestif, du corps en général. Et donc, ça répond à une logique implacable, c'est-à-dire que puisque l'environnement est froid, eh ben, je vais aller contrebalancer ce froid en apportant du chaud. Donc, aller vers des aliments chauds, des aliments qui vont permettre plutôt onctueux, voilà, qui vont permettre de réchauffer l'organisme et de faire passer l'hiver en douceur, quelle que soit notre constitution. Par rapport à l'alimentation, donc on l'a vu, c'est important de comprendre notre prakruti, mais donc surtout d'identifier sa vikruti, son déséquilibre, pour mettre en place ce qu'il faut. Mais en vérité, avant d'aller dans ce détail-là, c'est important de mettre en place une bonne hygiène de vie, une hygiène alimentaire qui est indispensable, quelle que soit votre constitution. Et c'est un peu le message qu'on souhaitait vous faire passer à travers ces 3 sessions sur l'alimentation et la gestion du stress. Il n'y a pas besoin d'aller dans toute la finesse de la connaissance précise de qu'est-ce qu'il faut manger, pas manger en fonction de ma prakruti, vikruti. Déjà, c'est bien de savoir tout ça, mais déjà, si on met en place une base solide, une hygiène saine extrêmement facile pour tout le monde, eh ben c'est déjà beaucoup et vous pourrez mesurer l'impact énorme que ça peut avoir sur votre vie quotidienne, autant physiquement que mentalement, sur votre sommeil, sur vos relations avec les autres, etc. Puisque votre santé physique va vous permettre d'être plus en sattva. C'est d'autant plus important de faire attention à notre alimentation à notre époque. Pourquoi? Notre alimentation, elle a extrêmement changé, on peut dire, dans ces 50 dernières années. L'alimentation, l'industrialisation, l'agriculture à grande échelle a transformé le mode de consommation
hein. Alors bien sûr, on a accès à une plus grande variété d'aliments, mais quelque part, du fait du process d'agriculture, eh bien, on a gagné en quantité, mais on a perdu en qualité. On a perdu en qualité. Les sols sont appauvris, on utilise des engrais qui acidifient les sols, il y a beaucoup moins d'organismes vivants dans le sol, beaucoup moins de nutriments. Finalement, tout ce qu'on récolte est beaucoup plus pauvre en nutriments. Donc, même si on fait l'effort de manger des légumes, manger bio, etc., de toute façon, notre agriculture est beaucoup plus pauvre que dans le temps. Et la deuxième chose, donc ça c'est quand on mange bio et équilibré, c'est déjà très très bien. Et le pire, c'est de manger la nourriture industrielle, bourrée de pesticides et complètement pauvre, si ce n'est qu'elle contient seulement des calories. Donc tout ça contextualisé dans notre époque nous dit que, eh bien oui, cette connaissance de l'Ayurveda, elle est d'autant plus importante aujourd'hui. Et il faut absolument adapter notre alimentation pour contrer quelque part cette sorte de malnutrition qu'on a dans notre société actuelle. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va voir concrètement les pièges dans lesquels on peut tomber du fait de cette société qui est en pleine transformation et qui nous inculque parfois des idées reçues qui finalement ne sont pas bonnes pour notre santé. Et donc on va avoir 5 pièges que Kevin va nous présenter. Mais avant ça, on voulait vous présenter un petit film. En fait, c'est un film de plus d'1 heure que vous pouvez trouver sur YouTube, mais on en a coupé 4 extraits pour illustrer un peu tout ce qu'on vient de dire et puis ce qu'on va voir par la suite. Ça fait à peu près 8 minutes. Et vous allez comme ça pouvoir vous familiariser avec ce thème et les recherches actuelles sur le microbiote, etc. Donc, je vous le passe. Alors, c'est en anglais et c'est sous-titré en français. Merci, Kevin. Et puis, vous pouvez, je vais vous mettre la référence sur le chat, mais c'est un film que vous pouvez voir dans le détail sur YouTube. Vous voyez mon écran là? Oui, on voit ton écran. D'accord. Balanced diet affect our brain functions and behavior and our meal plan. Not only does an unbalanced diet affect our brain functions and behavior and our meal plan interfere with daily decisions, it also becomes increasingly clear that diet plays a decisive role in our mood and possibly mental health. But what about junk food, dripping with sugar and bad fats? What would happen if we ate more of that? This is the focus of research here in Australia at the University of Sydney. Margaret Morris runs a laboratory where rats are fed the kind of junk food that you find in supermarkets or cheap fast food restaurants. Our experiments use a range of Western foods of the type eaten by all of us. So we feed our rats meat pies, chips, cakes and biscuits, the sorts of foods that are readily available and cheap. So we are modelling the Western world. The first consequence of this diet, the rat doubles its food rations. The animal never seems satiated, but that's not the most surprising outcome. But today, sugar addiction is the subject of intense research in laboratories. And what appears more and more clear is that the power of sugar is similar to that of a drug.
Serge Ahmet is one of the first to provide proof with a very simple experiment. Step 1, he raised rats, giving them cocaine and sugar. Then, after weeks of this diet, he presented the animals with a choice. We have the situation in which the animal has the choice between a lever that is connected to a syringe that contains a drug solution, and the drug in question is a hard drug like cocaine and heroin, and on the left, a lever allows him to control a syringe that contains a sweet drink. And there we see the animal chooses to take the sweet drink. The rats selected the sugar water 4 times more often than the drugs. It can't be called a glucose overdose, but the irrepressible desire is plain to see. So this experiment simply shows that sugar has more addictive potential than we had imagined, and it is perhaps even stronger than the pull of hard drugs, such as cocaine and heroin. Today, we live in a food environment that's a little crazy. We find sugar in a lot of foods, as we would expect, in sugary drinks. But we also find sugar in foods that are not meant to be sweet, such as ham or soup. We could cite other examples, but it's adding sugar to these foods that contributes to the fact that we make people addicted to it without them knowing it. At the University College Cork in Ireland, John Cryan does pioneering research on the microbiome. He's been able to prove that gut bacteria can influence certain behaviors in animals as well. When you take microbes from highly anxious mice and transplant them to normal anxious mice, they become much more anxious, and vice versa. That even when you take them from normal, you can normalize the stress response and the anxiety. Scientists now even consider the microbiome to be a kind of intermediary, a link between food and the brain. The main factor that influences the composition of these microbes is the food we take. Diet and the diversity of the diet is really important from the moment we're born until we die in shaping the composition of the microbes. And so we're beginning to realize the importance that what we eat has on what's in our microbes and how that's influencing what's going on in our brain. Our well-being depends, in one way or another, on our microbiome. A diet that is good for our mood is first and foremost a diet that is suitable for the bacteria in our intestines. This has led to the idea of using food to pamper the brain and maintain mental health. And it is the famous Mediterranean diet that has the scientists excited. The traditional Mediterranean diet is really high in a diverse range of plant foods, so lots of different leafy greens and different coloured vegetables, but also fruits, very importantly legumes, so this is your beans and lentils and chickpeas, nuts and seeds, fish, and of course olive oil. Olive oil is a very important component of the Mediterranean diet. And we think that that diversity leads to more diversity in the gut microbiota, the microbiota that live in our gut. And that diversity in the gut has been linked to good health outcomes. We ran the first study last year where we recruited 67 people with major depression. They received dietary support with a clinical dietitian. Now, over a 3-month period, this trial took place, and at the end of that, when we measured their depression again, we saw that the degree of change in their diet correlated with the degree of change in their depression. So the more they moved towards a Mediterranean diet,
the more their depression improved. Using diet to serve the brain. It's an idea that's catching on. Scientists are now exploring all kinds of clues. Spices used for centuries in traditional Indian medicine are now being studied in labs for their benefits for mental health. Et voilà. Oui, une vidéo vraiment qui nous parle. Hein, il y a beaucoup d'informations, notamment sur les aliments, enfin, l'impact de ces aliments sur notre santé mentale. Vraiment, on mettra peut-être, Rachel, le lien dans le chat pour les personnes qui ont envie de voir le documentaire dans son entier, parce que c'est vraiment un documentaire très, très intéressant. Ce que tu disais, ça dure à peu près 1 heure ou 45 minutes. Oui, c'est ça, une bonne heure, oui. Je vous le mets. Je vais mettre le lien. Ouais. Donc voilà, dans la vidéo du documentaire dans son entier, il y a vraiment, ils vont un petit peu plus loin, c'est très intéressant et ça fait tout à fait le lien avec l'Ayurveda. Les dernières phrases du documentaire, ils nous disent que la médecine, enfin les laboratoires maintenant étudient l'impact des épices telles que sont utilisées en Ayurveda depuis des millénaires et des millénaires. Donc voilà, aujourd'hui la sagesse et la profondeur de l'Ayurveda rejoint les découvertes les plus récentes de la médecine moderne. Alors du coup, ça nous amène à parler aujourd'hui de ces fameux pièges alimentaires, c'est pourquoi on est là ce soir, les pièges alimentaires qu'il faut éviter pour maintenir une bonne santé mentale. Alors, il est vrai que ça va vraiment dépendre, ces pièges alimentaires, ils vont dépendre de l'époque dans laquelle on vit. Hein. Aujourd'hui, on est confronté à des situations qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Et donc, on va envisager ces pièges sous l'aspect vraiment des bonnes pratiques alimentaires qui peuvent être utilisées par tous. Alors, ces pièges, on peut avoir tendance à tomber finalement assez facilement dedans si on ne dispose pas de l'éclairage de l'Ayurveda. Ils sont souvent le résultat de nos modes de vie modernes, où on manque de temps pour faire les choses. On va toujours essayer de trouver des solutions pour caser plus d'activités dans une journée. Et cela, ça va finalement être au détriment de notre santé et particulièrement de notre santé mentale. Donc, 5 pièges qu'on va voir ensemble, qui sont relativement faciles à éviter, mais sur lesquels on est toujours, on a tendance quand même à tomber dedans à pieds joints. Donc, le premier, ce serait le fait de se dire je vais préparer mes repas à l'avance pour gagner du temps. Alors, c'est une tendance assez répandue, surtout quand on a une famille, qu'on travaille toute la semaine, le temps est compté. On peut penser que préparer ses repas à l'avance, c'est une bonne idée pour s'organiser, gagner du temps. Mais malheureusement, ce n'est pas une bonne idée pour notre santé en général et particulièrement pour notre santé mentale. En fait, la nourriture, une fois qu'elle a été cuisinée, il faudrait qu'elle soit mangée aussitôt pour permettre vraiment de transmettre à notre système toutes ces qualités nutritives et énergétiques, et notamment cette dimension subtile qui est présente dans la nourriture, la vitalité présente dans la nourriture, et qui va disparaître très rapidement après la cuisson. Et à ce sujet, d'ailleurs, les aliments, ils ne devraient pas être réchauffés. C'est quelque chose qu'on doit éviter de faire parce que sinon, ils vont porter une énergie tamasique. Tout à l'heure, Rachel parlait des gunas, sattva, rajas et tamas, et donc la nourriture réchauffée va devenir tamasique, c'est-à-dire qu'elle va devenir lourde et indigeste. Donc, ça implique tout ça qu'il faut vraiment cuisiner la quantité nécessaire pour le repas pour lequel on cuisine et on va éviter de faire des restes en fait. Alors, si on se penche un peu sur la manière dont les aliments arrivent dans notre assiette,
on peut réaliser à quel point cette vitalité dont je parlais, c'est-à-dire le pouvoir nutritif des aliments, elle est restreinte en fait, une fois qu'elle arrive dans notre assiette. Si on pense à des tomates ou du brocoli, une salade ou une pomme, entre le moment où ces fruits, ces légumes sont récoltés et le moment où on va les ingérer, il y a tout un circuit qui est présent. Il y a le producteur qui va récolter, il va entreposer sa récolte dans des colis, dans des cagettes. Ensuite, ça va être vendu à des grossistes ou à des plateformes de distribution elles vont les transporter, elles vont ensuite les entreposer aussi dans des chambres froides, dans des entrepôts. Et puis ensuite, ça va être vendu à des plateformes de distribution du type supermarché ou magasin bio ou éventuellement des marchands qui vendent sur les marchés dans les villes. Et donc, il y a aussi la possibilité que ça reste encore plusieurs jours dans des chambres froides en fonction de la demande, en fonction des ventes. Donc, lorsqu'on achète nos fruits, nos légumes, ils ont quand même souvent été récoltés de nombreux jours avant. Et on a donc déjà perdu beaucoup de leur vitalité. Alors, si en plus de ça, on rajoute le fait de préparer les repas à l'avance, il ne va plus rester grand-chose en termes de qualité nutritive dans nos aliments. Alors, vous allez dire, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on peut faire quand on travaille tous les jours et qu'on n'a pas la possibilité de préparer ses repas sur son lieu de travail, par exemple? Eh bien, au moins, avoir un repas par jour fraîchement cuisiné. Si ce n'est pas possible pour le repas du midi, alors au moins, votre repas du soir, le cuisiner de manière fraîche pour vraiment essayer d'apporter le maximum de vitalité dans votre nourriture. Donc ça, c'est le premier piège, c'est cuisiner, se nourrir avec de la nourriture fraîchement cuisinée. Alors, on passe à un deuxième piège dans lequel on peut avoir tendance à tomber, c'est on pourrait avoir tendance à se dire, je vais supprimer des matières grasses de mon alimentation parce que je vais essayer de perdre du poids. C'est vrai qu'au cours des 20-25 dernières années, on nous a rabâché, le gras, c'est pas bon, ça donne du cholestérol, ça bouche les artères, ça fait grossir et encore tout un tas d'autres choses. Et dans les magasins, on a vu apparaître tout un tas de produits, des produits allégés, des produits 0% de matière grasse, avec des matières grasses parfois synthétiques, des margarines ou des beurres allégés. Et tous ces produits, il faut avoir à l'esprit qu'ils sont extrêmement transformés. Ils contiennent quasiment aucun bon élément nutritif. Ils sont au final pas très très bons pour la santé. Et à côté de ça, il faut avoir conscience que notre système, il a impérativement besoin d'un apport de matière grasse régulier pour pouvoir fonctionner. Alors, il faut savoir lesquels choisir. Il faut avoir à l'esprit que, si on y pense, notre cerveau, il est composé de 60% de gras, c'est de lipides. C'est très, très important. Donc, on a impérativement besoin d'apporter du gras dans notre alimentation. Les membranes de toutes nos cellules, elles sont composées de gras. C'est ce qui permet une bonne imperméabilité pour permettre un fonctionnement optimal de nos cellules. On peut penser également les cellules de l'intestin qui ont besoin d'être parfaitement imperméables pour éviter que des agents pathogènes entrent dans notre système. Donc, c'est important que les cellules disposent d'une membrane qui soit absolument imperméable. Et ça, c'est grâce à la présence des lipides, des graisses. Donc, on a besoin de gras dans notre alimentation de manière quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait privilégier comme matière grasse? Mais là, on va reprendre ce qui était un petit peu dit, sous-entendu dans le petit extrait de documentaire qu'on a vu. Une bonne huile d'olive bio, c'est vraiment la meilleure option en toutes circonstances. Que vous ayez besoin de faire en cuisson ou en salade, en consommation crue, il faut l'huile d'olive bio, c'est vraiment ce qu'on vous recommande à utiliser de manière générale. Et puis, vous pouvez aussi compléter votre apport en bonne matière grasse en mangeant des oléagineux, par exemple des amandes, des noix, des noisettes principalement. Donc, ce sera la garantie d'avoir un cerveau bien nourri, un microbiote bien nourri, et ça vous permettra d'avoir un système nerveux en bonne santé. Donc ça, c'était notre deuxième piège, donc choisir des matières grasses de bonne qualité et principalement une bonne huile d'olive bio.
On passe à notre troisième piège, et là, ce serait de se dire, bon, j'ai pas beaucoup de temps, je vais manger un truc vite fait, une salade ou des crudités pour aller vite. Exceptionnellement, oui, ça peut arriver, hein. Mais il faut avoir à l'idée que c'est vraiment important de manger des aliments chauds pour une bonne fonction digestive, hein, pour permettre au feu digestif de ne pas être affaibli par un mode d'alimentation avec une nourriture froide ou crue. On se rappelle, hein, on en avait déjà parlé, le feu digestif, il est gouverné par une sous-division du dosha pitta qui s'appelle Pachaka pitta. C'est vraiment primordial que ce feu digestif soit fort pour soutenir aussi les autres fonctions du dosha pitta, hein, Rachel en parlait tout à l'heure, les réactions métaboliques, hein, et enzymatiques qui peuvent se passer au sein des organes, des cellules, la fonction de la vue par exemple, mais aussi il y a une autre fonction du dosha pitta qui s'appelle, c'est une sous-division du dosha pitta qui s'appelle Sadaka pitta, qui a des fonctions principalement liées à notre cerveau, à l'intelligence. Donc, je vais vous le dire, ce sloka pour le dosha, pour Sadaka pitta, ça se dit comme ça en sanskrit, Buddhi Meda Abhimana Dei Abhipretar Sadanat Sadakam Redatam Pitam. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette énergie pitta qui soutient l'intelligence, la connaissance, la conscience, donc toutes les fonctions qui sont liées à notre cerveau. Donc ça, c'est vraiment important que la fonction digestive soit forte pour permettre de soutenir les fonctions cognitives et mentales de pitta. Donc vraiment, un des pièges à éviter, c'est de vraiment manger une alimentation chaude et pas froide. Un quatrième piège alimentaire qu'on devrait éviter, c'est de se dire, bon, j'ai pas beaucoup de temps, bon, et puis pour avoir quelque chose d'équilibré, je vais m'acheter des plats déjà cuisinés, il y aura tout dedans, ce sera tout fait, ça va être très bien, ça va être plus facile. Mais ça, c'est vraiment pas une bonne idée, et pour plusieurs raisons. D'abord, les plats cuisinés, que vous les achetiez en supermarché ou chez un traiteur, ils vont souvent contenir tout un tas d'ingrédients ajoutés, des conservateurs, des exhausteurs de goût, ils vont souvent contenir beaucoup de sel, beaucoup de sucre, comme on l'a vu dans le documentaire. Donc ça, c'est pas vraiment recommandé pour la santé. Et puis, ces plats cuisinés, quand on va vouloir les manger, il va falloir les réchauffer. Et on a vu déjà précédemment que ça aussi, c'était pas une bonne idée non plus. Donc on va éviter. Et puis, on va éviter aussi les plats cuisinés pour une autre raison, c'est le fait que préparer soi-même ses repas, ça permet aussi de transmettre à sa nourriture une bonne énergie. On va transmettre ses bonnes intentions. En se concentrant sur ce qu'on prépare, on va vraiment y porter toute notre attention, on va y mettre tout son cœur. Et ça va contribuer aussi à notre santé mentale parce que ça contribue à apporter davantage de sattva dans notre quotidien. Ce pouvoir de l'intention, ce pouvoir de concentration, c'est quelque chose qui développe sattva et qui va transmettre à la nourriture aussi une vibration, une énergie particulière. Et puis, cuisiner ses propres repas, ça apporte aussi une satisfaction différente. Hein. Lorsqu'on se met à table pour manger, on peut vraiment apprécier le fruit de notre préparation. Donc tout ça, c'est vraiment bon pour notre humeur, pour nos émotions, donc c'est bon pour notre santé mentale. Et on arrive à notre cinquième et dernier piège alimentaire qu'on voulait vous présenter ce soir. Et là, c'est un petit peu, vous allez peut-être être un peu surpris, mais ce serait le fait de se dire, je mange en fonction de ce que me dit mon corps. Oui, ça peut paraître un peu surprenant au premier abord. C'est vrai que de nos jours, on a tendance à se dire, oui, j'écoute mon corps, je mange ce dont mon corps a besoin, je suis à l'écoute de mes sensations. Oui, certes, mais le problème, c'est que c'est pas toujours évident de faire la différence entre ce que dit réellement le corps et ce qui est biaisé par les interprétations au niveau de notre mental, hein, les conditionnements, nos habitudes, notre environnement social, tout ça, c'est imprimé vraiment de manière profonde en nous et c'est très, très difficile d'arriver à faire abstraction de ces biais et de ces interprétations mentales.
Et puis, c'est aussi difficile de savoir ce qui est approprié pour moi quand on n'a pas une compréhension minimale des principes de l'Ayurveda. Et ça, c'est un petit peu ce que nous rappelait tout à l'heure Rachel pendant la première partie. Donc, quand on ne connaît pas sa constitution et ses éventuels déséquilibres, c'est pas toujours, c'est pas facile de savoir ce qui va être bon pour moi. Et même si on pense avoir une compréhension de ce que dit le corps, parfois ça peut être erroné. C'est vraiment très courant de faire cette erreur et de ne pas adapter son alimentation en fonction des déséquilibres présents, ce qui va plutôt avoir tendance à amplifier les déséquilibres plutôt que de les diminuer. Donc ça, c'est vraiment un problème. Donc pour réussir vraiment à s'alimenter en fonction de ce que demande notre corps, on a vraiment besoin d'être en sattva, c'est-à-dire de voir les choses avec clarté pour éliminer toutes les potentielles interférences liées à nos conditionnements. Alors, la question, vous allez me dire, oui, c'est bien beau ça, mais comment est-ce qu'on peut faire pour être en sattva? Eh bien, on en a déjà parlé lors de rencontres précédentes. On peut, pour développer sattva au quotidien, on peut pratiquer la méditation, on peut faire du yoga, on peut aller marcher dans la nature, mais pas que. On peut aussi accroître sattva par le biais de notre alimentation, en intégrant vraiment des aliments qui vont avoir ces qualités, qui vont intrinsèquement développer sattva. Ce sont des aliments qu'on appelle sattviques. Et ça, on en parlera lors du prochain stage qui aura lieu le dimanche 7 février. On verra, on fera un focus sur ces aliments qui ont intrinsèquement ces propriétés de sattva et qui vont permettre d'accroître la présence de sattva au quotidien. Voilà, donc pas mal d'informations et puis en même temps, ces 5 pièges sont assez faciles à identifier et puis c'est assez facile à procéder à des changements. Ça ne demande pas non plus de connaître sa constitution, etc., dans le détail du détail. Donc, c'est quelque chose qui peut s'adresser à tout le monde. Et ça peut vraiment avoir un impact très, très important sur votre état psychologique, émotionnel, sur ce qu'on appelle la santé mentale. Donc, on espère que vous avez apprécié cette présentation. On a maintenant terminé et on peut prendre un petit temps d'échange, de questions-réponses, comme on a l'habitude de le faire. Est-ce qu'on a… Oui, on a beaucoup parlé ce soir avec Rachel. Il est déjà presque 8 heures. Donc, écoutez, si vous avez des questions, si vous souhaitez faire un commentaire, n'hésitez pas à lever la main virtuelle comme d'habitude, qui se trouve dans l'onglet des participants, une petite main bleue. Et on aura plaisir à échanger si vous avez des questions. Ou sinon, on peut continuer à parler. Il y a des questions dans le chat. Dans le chat? Ah, ok, je ne les ai pas vues. Alors, il y a Samuel qui demande si nous mangeons cru, est-ce que l'eau chaude avec les tisanes sont suffisantes? Eh bien, non. Non. C'est bien de manger un peu de cru. Un petit peu, ça va, mais il faut avoir du cuit aussi. Donc, l'eau que vous allez boire avec les tisanes, ça ne va pas cuire les aliments. Ghee, huile de noix de coco. Alors, le ghee, c'est quelque chose qu'on a abordé principalement dans les stages. En fait, le ghee qu'on trouve en Inde, c'est une chose, et encore quand c'est de bonne qualité. Les vaches ne sont pas les mêmes que celles qu'on trouve ici, et nos vaches à nous, elles sont un peu tamassiques quand même, elles sont bien lourdes, donc c'est vrai que c'est pas conseillé de prendre du ghee, sachant que le ghee, comme de toute façon l'exportation de ghee est pas autorisée en Europe. Si vous trouvez du ghee bio, c'est souvent du ghee qui est fait en Europe, donc pas avec les bonnes vaches. Donc non, pas de ghee, malheureusement, sauf si vous vivez en Inde ou alors que vous allez régulièrement en Inde et que vous trouvez là du bon ghee bio, là effectivement c'est bien. Noix de coco, huile de noix de coco, c'est très rafraîchissant. Donc quand on a un pita un peu bas, c'est pas recommandé. En faire une huile quotidienne, c'est pas recommandé non plus parce que ça atténue le feu digestif. Qu'est-ce qu'il y avait?
Chauffer, j'ai noté une personne qui, je vais retrouver le prénom, qui demandait si on n'a pas le temps de cuisiner et qu'on cuisine à l'avance, est-ce qu'il vaut mieux pas réchauffer et manger comme ça, ou manger froid, ou alors réchauffer? Ah oui, voilà, c'est Pénélope. Est-ce que c'est mieux de manger ce qu'on prépare quelques heures en arrière, pas réchauffé, ou alors froid? C'est mieux de manger chaud. Donc, si vous pouvez réchauffer, même si c'est au micro-ondes, c'est sûr que on fait au mieux, mais c'est quand même mieux de manger chaud. Surtout si vous avez une longue journée de travail, c'est quand même mieux pour l'organisme. Oui, le micro-ondes, on va vraiment éviter quand même, hein. On peut réchauffer, ça c'est. Et quand on dit qu'il faut manger des aliments frais, on pense quand même que ça peut être dans les 3 heures qui suivent la préparation, on peut encore consommer les aliments. Il faut vraiment, voilà, mais faut pas dépasser 3 heures après la préparation. Voilà, je n'ai pas vu d'autres questions. Il y avait Adidja qui demandait comment peut-on diagnostiquer son profil ayurvédique. Et ben, on peut dans le cadre d'une consultation individuelle, vous pouvez donc demander à voir votre profil et puis les déséquilibres. Donc ça, c'est tout à fait ce qu'on peut faire dans le cadre d'une consultation. Et puis, si vous voulez aller plus dans le détail, de comprendre comment fonctionnent les doshas, comment reconnaître lorsque un dosha est en excès ou en insuffisance, et ben, tout ça est vraiment dans le détail de la formation Ayurveda pour tous. C'est des vidéos que vous pouvez voir et revoir. Donc, je vous invite aussi à étudier un peu plus dans le détail si c'est des thèmes qui vous intéressent. Pour le reconnaître déjà pour vous, c'est très, très aidant. Du coup, Adidja demandait quel était le tarif de la consultation. Mais donc, c'est 60 € pour 1 heure de consultation. Voilà, comme ça. Mais vous pouvez retrouver tout ça, toutes les infos sur notre site, hein, sattva-ayurveda.fr. Il y a tout qui vous est expliqué. Alors, Samuel, le stage en ligne sur le site, c'est dans l'onglet stage en ligne, Kevin? Ça oui, c'est dans la section formation en ligne et dedans, dans la sous-partie stage en ligne. D'accord. Voilà. Et je vois qu'il y a Aurélie qui a levé la main, donc peut-être elle souhaite poser une question en direct et je pense que ce sera la dernière question. Aurélie Andréos. Oui. Ouais, vous m'entendez? Oui. Est-ce que c'est possible pour vous de réactiver votre caméra? Ouais, bien sûr. Attendez. Hop. Ok. C'est bon? Bonjour Aurélie. Bon. Bonsoir. J'ai une question concernant en fait les produits locaux, parce qu'on nous dit dans l'Ayurveda de manger des produits locaux, mais ce qui est très à la mode, c'est souvent de faire importer des épices et des produits comme ashwagandha, shatavari, triphala, tout ça. Est-ce qu'il n'est pas mieux de prendre ce qui est local plutôt que d'aller chercher... En fait, voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaie de partager. Très, très clair, oui. C'est vrai que sur le plan écologique, on pourrait plutôt favoriser les plantes médicinales qu'on a chez nous et d'ailleurs très souvent en dessous de notre nez. C'est vrai qu'il y a énormément de plantes médicinales en France et partout ailleurs, en Grèce aussi. Je dis ça parce qu'on a des amis grecs avec nous. Mais après, ils ont ces plantes ayurvédiques, elles ont des propriétés très particulières, bien connues, et elles sont quand même assez puissantes. Donc, c'est recommandé en fonction de notre microtis, c'est bien d'en prendre. Bon, voilà, c'est sûr que il n'y a pas exactement les mêmes plantes ici, mais après, c'est vraiment un choix éthique, j'ai envie de dire. Ouais. La pharmacopée des plantes ayurvédiques, elle est très intéressante. La dernière fois, on a parlé du moringa. Bon, le moringa, on arrive à le trouver dans le sud de l'Espagne. C'est déjà un peu moins loin. Mais c'est quand même une plante qui vient de l'Inde et excellente. Hein, vraiment très, très bonne pour la santé sur plein de domaines. Et c'est entre prendre des compléments alimentaires pour avoir une bonne santé et puis
continuer avec une vie outil, bah, voilà, c'est aussi un choix, quoi. Mais vous avez raison, il y a quand même des plantes médicinales en France qui sont aussi très très bonnes. Et voilà, c'est le travail des naturopathes qui connaissent bien les plantes, des herboristes. Merci. Merci. Et puis en plus, pour compléter ce que disait Aurélie, d'importer ces plantes écologiquement, ça peut heurter certaines valeurs, mais en plus, c'est pas gagné de trouver de la bonne qualité. Ça, on l'a vu avec Kevin, pour avoir rencontré beaucoup de producteurs là-bas, avoir été sur le terrain, etc., d'avoir suivi les chaînes de transformation. Souvent, quand la plante est complètement vide, en tout cas en grande partie vide de ses propriétés, parce que le séchage est trop long au soleil, ou ça a été lavé 50 fois dans l'eau, et que voilà, il y a tout un procédé qui fait que c'est pas forcément en plus la bonne qualité, même si c'est bio. Donc, pas évident. Le sujet complexe, oui. Et puis, peut-être Voilà. aussi, pour compléter aussi, c'est vrai que c'est très difficile de trouver de la bonne qualité, mais peut-être aussi pas se focaliser aussi que sur les plantes médicinales. D'abord, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place pour procéder à des changements et à rééquilibrer sa vie quotidienne avant de passer à la prise de plantes. Hein. Il y a déjà quand même beaucoup d'outils dans l'Ayurveda. Notamment des outils alimentaires, avec le yoga, avec certains exercices de respiration, qui permettent aussi de rétablir l'équilibre avant d'envisager une prise de plante. Hein. Oui. Ça, c'est vraiment en dernier plan. D'ailleurs, en Ayurveda, on parle de ahara. Le premier pilier, c'est donc on se soigne avec la nourriture, vihara. Deuxième pilier, on se soigne avec les pratiques, les exercices, la routine, l'hygiène de la vie quotidienne. Et aushadha, les traitements. Et donc, dans ces traitements, il y a les plantes. Ça vient vraiment après. On conclut? Eh bien oui, on va conclure. On va passer à notre Sarvebavantu. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkam bhaveet. Om Shanti Shanti Shanti. Merci tout le monde. Merci Rachel, merci. Merci pour votre présence et votre participation active.